ancien du tatouage inspire tout à la fois, respect ou répulsion, fantaisie ou crainte. Son empreinte inscrite sous la surface de la peau raconte des histoires d'espoir, de passion, de bravoure et de conquête. Le tatouage, c'est la marque d'un artiste sur le canevas de la peau. Ses origines remontent à la nuit des temps. J'ai adoré voir le premier tatouage jamais réalisé, de voir cette marque faite par l'homme primitif, quel qu'il soit. À l'idée que ce soit sa propre marque, c'était un peu comme l'invention de la roue. Faut-il voir les traces retrouvées sur un chasseur de l'âge de bronze mort il y a environ 5000 ans comme la représentation du premier tatouage ? Comment est-il possible que ces petites inclusions au noir de charbon aient pu évoluer jusqu'à ces représentations en couleur qui sont devenues à travers les siècles de véritables phénomènes d'identification sociale ou représentatives d'exploits sexuels ou de luttes victorieuses ? Pourquoi, dans certaines cultures, le tatouage est-il signe d'outrage, de dédain ou de persécution religieuse ? Et comment expliquer cette macabre joie des Européens du 19e siècle à collectionner les têtes tatouées des guerriers maoris de Nouvelle-Zélande? Moi, ce qui me fascine dans l'art du tatouage, c'est la diversité des formes qu'il prend et les différentes interprétations auxquelles il est sujet. Rejoignez-nous dans l'exploration de ce pouvoir mystérieux et de ses significations cachées de cette expression artistique très ancienne. En 1991, une expédition d'archéologues fit une amusante découverte dans les Alpes italiennes. Le corps d'un chasseur disparu il y a environ 5000 ans fut découvert dans un état de conservation parfait, congelé dans la glace. Cette découverte n'est pas en soi un phénomène unique. Ce qui l'est davantage et qui fascina les chercheurs, c'est le fait que l'homme portait sur le dos et aux genoux de nombreuses lignes dessinées sur la peau. Étions-nous en présence du premier tatouage préhistorique? Quelle était donc cette technique et à quand remontait cette pratique? Personne ne sait réellement à quand remonte l'art du tatouage. Ce que l'on sait, c'est que si on frotte un morceau de charbon de bois sur une coupure, la marque reste. C'est vraisemblablement l'expérience faite par les hommes préhistoriques et la résultante probable. C'est qu'ils ont créé une série de coupures comme un motif et que c'est devenu un tatouage. En fait, personne ne sait quand cela a débuté, mais beaucoup pensent qu'il s'agit là d'un développement de croyances profondes. Le tatouage est probablement l'une des formes de décoration ou de parure la plus distinctive faite par l'homme, et cela dans toute l'histoire de la civilisation. C'est peut-être aussi l'un des premiers indicateurs de la présence d'une civilisation. Existe-t-il un rapprochement entre les premières peintures rupestres et les premiers tatouages ?
Chez les Égyptiens, on a découvert dans leurs tombes des artefacts, bien surprenants, sous forme de talismans comportant des tatouages et surnommés les fiancés de la mort. La croyance attribuée à ces talismans, c'est qu'ils accompagnaient les hommes sur le territoire de la mort et qu'ils les revitalisaient sur le plan sexuel. En 1891, des archéologues qui travaillaient dans la chambre funéraire du roi Mentuhotep firent une découverte remarquable. Ils exhumèrent les restes d'une momie vieille de 2000 ans, une prêtresse égyptienne du nom de Amunet. Son abdomen et ses jambes étaient couverts de tatouages. Les marques, une série de points et de traits, étaient exactement semblables à ses fiancés de la mort. Quel était donc le rôle de ces fiancés de la mort? Est-ce que ces femmes égyptiennes sacrifiées avaient un rôle de guide spirituel ou de courtisane? Si on a trouvé beaucoup de momies égyptiennes féminines, nul n'a été capable de leur donner une signification. À la différence des Égyptiens, les Romains refusaient la moindre marque sur la peau, au point qu'à Rome, un tatouage était un signe de bannissement. La sensibilité romaine était à l'opposé de l'idée de tatouage. Le Romain vouait au corps un respect profond, exempt de toute empreinte, dans un sens de pureté absolue. Le corps et sa représentation physique devaient être exempts de toute forme d'impureté. Le tatouage ne correspondait donc pas à l'idéologie profonde. Les Romains avaient une telle horreur du tatouage qu'ils l'utilisaient comme une marque d'infamie réservée aux criminels. Puis, quand Rome commença à bâtir son empire, les soldats qui combattaient loin du pays natal commencèrent à l'utiliser comme symbole de fierté. Peut-être est-ce en signe de respect pour leurs adversaires que les soldats romains commencèrent à être tatoués. L'apparition de tatouages chez les légionnaires romains reste sans doute l'un des grands mystères de cette période. Alors, s'agissait-il d'initiatives individuelles, en contradiction avec les valeurs profondes de la société romaine? Ou bien alors, est-ce une forme de compassion ou une forme d'identification avec les peuples vaincus qui eux-mêmes pratiquaient fréquemment cet art? À tel point que de retour à Rome, ces soldats finirent par générer un marché du tatouage. Les docteurs romains, dont les instruments furent convertis en outils de tatouage, devinrent des artistes, perfectionnant les méthodes. Ce que César avait qualifié de marque de déshonneur dans l'Empire romain était en train de devenir symbole de courage dans les îles britanniques. Ce ne serait pas la première fois que le caméléon allait changer de couleur selon l'endroit où il allait se trouver.
Je pense que le tatouage est fascinant par sa flexibilité, par le ressenti qu'il dégage selon les croyances qu'il véhicule, qui peuvent être très différentes. Même sur une personne durant toute sa vie, les significations peuvent se modifier. Je pense qu'il faut y prêter une attention particulière selon l'endroit et le moment. En dépit de son aspect primal attaché aux temps anciens, le tatouage a complètement disparu au cours du IVe siècle. Des conceptions beaucoup plus radicales que celles de l'Empire romain entraînèrent sa disparition. Dans les premiers jours du christianisme, temps périlleux pour les nouveaux croyants, le moindre tatouage était interdit. Vous ne devez en aucun cas faire la moindre marque sur votre chair et honorer la mort ou tatouer la moindre marque sur votre peau. En dépit des injonctions de la Bible, beaucoup parmi les premiers chrétiens étaient tatoués. Pourquoi cette désobéissance par rapport au dogme? C'était un moyen de distinguer ceux qui parmi eux étaient de vrais chrétiens des autres. Et comme plus tôt la circoncision des Juifs, une manière particulièrement sévère de distinguer qui était juif ou ne l'était pas. Certains des premiers chrétiens justifiaient cette pratique en se référant à un détail de la vie de saint Paul. Ils croyaient que celui-ci portait sur son corps les traces des souffrances de Jésus sur la croix. Désormais, qu'on me laisse en paix. Je porte sur mon corps les stigmates de Jésus. Lettre aux Galatiens. Est-ce pour autant que ces mots de saint Paul sont la marque d'une rupture par rapport à la Bible et de son allégeance au Christ? Il semble que les premiers chrétiens portaient de petites croix sous forme de tatouages à l'intérieur des poignets, dissimulés au regard des Romains, qui n'aimaient ni les chrétiens ni les tatouages. En ce temps-là, la découverte de ce signe était synonyme d'une mort certaine. Le tatouage avait ce pouvoir qu'aucun autre symbole ne possédait. Son côté irréversible, surtout à cette période. Vous ne pouviez l'effacer. C'était comme un engagement permanent. Pas seulement une marque sur la peau, mais plus encore l'appartenance à une croyance, surtout dans le cadre du christianisme, une notion irrévocable. La permanence du tatouage, c'est le point de non-retour, et il est considéré comme un rite de passage d'une étape de vie à la suivante. Et ce n'est pas forcément vrai de quelque chose d'autre, d'une forme de décoration que vous pouvez retirer ou effacer. Le tatouage, c'est une expression à vie. Dans le courant des années 325, le tatouage fut encore une fois attaqué sous le règne de l'empereur Constantin, converti au christianisme. De païen, l'Empire allait devenir l'Empire romain catholique et Constantin devenir le zélote de cette nouvelle religion. Son interprétation stricte de la Bible allait renforcer l'aversion pour le tatouage. Constantin allait décréter que le corps humain, à l'image de son créateur, devait rester intact. Le tatouage fut banni au IVe siècle dans les sociétés européennes. Le tatouage avait quasiment disparu.
Seule une secte de chrétiens égyptiens, les Coptes, continuèrent à se tatouer l'intérieur de leurs poignets de petites croix. Ce fut le début d'une tradition qui allait constituer l'un des phénomènes les plus sophistiqués, le tatouage religieux. Pour les Coptes, le tatouage religieux était considéré comme une des formes d'engagement et de dévotion à l'égard de l'enseignement du Christ. La plus engagée, c'est chez les Coptes que l'on trouve la forme iconographique la plus complexe de tatouage chrétien. Pendant la guerre sainte et les croisades du Xe et XIe siècle, les combattants portaient fréquemment la croix de Jérusalem en tatouage. Ils étaient effrayés à l'idée de mourir au combat. Et pour être enterrés dans leur religion, ils pensaient qu'une marque d'appartenance à la chrétienté les aiderait. Une fois les croisades terminées, la pratique du tatouage disparut dans l'Ouest européen. Mais dans d'autres parties du monde, cet art resta florissant et commença même à prendre des significations plus profondes. Nous allons maintenant examiner ce qui se cache derrière le travail artistique minutieux pratiqué sur le corps dans le Japon ancien. L'instinct de décoration du corps est universel, autant que les tatouages sont l'expression de celui qui les porte. Mais nulle part ailleurs en dehors du Japon, cet art est porté à de tels sommets. De manière étonnante, en raison de lois très restrictives datant du milieu du XVIIIe siècle, qui réservaient aux sols plus riches le droit de porter des kimonos ornés de broderies très sophistiquées, l'art du tatouage s'est développé dans les autres classes sociales. Elles se sont senties offensées, avaient peu de ressources, mais beaucoup d'ingéniosité. Les marchands et d'autres classes sociales se rebellèrent et se firent tatouer. C'étaient des tatouages très élaborés qui démarraient du cou pour finir aux épaules, qui pouvaient couvrir le dos et aller jusqu'aux genoux. C'était une forme de consommation cachée, complètement masquée par le port d'une tenue ordinaire. En 1870, le gouvernement japonais fit un pas de plus pour bannir les tatouages. C'était le début d'une nouvelle période dans les relations internationales. Le gouvernement japonais était un peu embarrassé à propos de certaines traditions, et les tatouages en faisaient partie. Il pensait qu'aux yeux des Européens, cela pouvait paraître barbare et grotesque. Le tatouage devint illégal et les artistes à cette période firent profil bas. Plus de publicité et on ne pouvait se faire tatouer que si l'on connaissait les arcanes. Le tatouage était considéré comme subversif et c'était implicitement une manière de flouer l'autorité. Et cela rendait le tatouage attractif en particulier chez les yakuza, les gangs japonais. Habituellement, chez les yakuza, le tatouage prend une dimension féroce, conflictuelle. Et c'est ce qui en fait le côté intéressant. C'est toujours un conflit non résolu et un affrontement entre deux forces égales. Les yakuza sont fiers de leur esprit guerrier
et la représentation de leurs croyances nécessite de souffrir pendant de longues séances sous les mains des artistes pour réaliser des tatouages à la mesure de leur engagement criminel. Cela représente l'engagement d'une vie à leur groupe, et comme c'est illégal, le tatouage devient leur badge de hors-la-loi. Un autre aspect de la popularité du tatouage provient d'un ouvrage très populaire intitulé Suikoden, dans lequel une bande de hors-la-loi défie les règles d'une civilisation corrompue. Les héros de ce livre sont tous savamment tatoués et le style et les illustrations de l'ouvrage reprennent les grands archétypes du tatouage japonais. Avec le temps, les raisons de se faire tatouer ont évolué. De l'idée de rébellion contre une loi répressive, on est passé à une forme d'art et à l'expression de croyances religieuses. Pour tout dire, les gens aiment les tatouages. Ils pensent que c'est beau. Ils veulent aussi élever leur sens spirituel. Ils aimeraient construire leur force intérieure avec patience et persévérance. Et la foi, en quelque sorte, y trouve aussi sa part. Une parure complète du corps évolue toute la vie, et chaque artiste va y contribuer à sa manière. Au Japon, être tatoué est un véritable engagement pour la vie. C'est une véritable œuvre qui couvre tout le corps, pas un simple petit détail comme ici. La personne qui désire se faire tatouer choisit en général un sujet, un personnage qu'il désire incarner, emblématique de courage et de loyauté. Ces caractères sont porteurs d'importantes significations traditionnelles. Et dans tous les sens, c'est magique. Ainsi, une personne qui se fait tatouer pense que cela transformera sa vie, son âme. Plus le tatouage devient populaire, et plus on voit se développer de nouveaux motifs. Des histoires de valeurs ou de persécutions disparues font leur apparition dans les demandes. Dans une nation qui a toujours favorisé une culture très homogène, c'est ironique que ce soit au Japon qu'on ait vu se développer les tendances les plus abouties, tant par les couleurs que dans les sujets. Et c'est ainsi que, cachés sous les vêtements, les porteurs de ces remarquables motifs savent qu'un jour, ils livreront leurs secrets au monde. À l'origine, le tatouage japonais devait rester hors de la vue des autres, et cela en raison du sentiment d'interdit qu'il véhiculait. Il ne faut pas oublier que le tatouage est un signe de force, de persévérance. Mais imaginons que quelqu'un puisse porter son tatouage caché, et qu'un jour, parce que le moment est venu de le dévoiler et de le montrer aux autres, les Japonais trouvaient ce moment très beau.
Au début du XVIIIe siècle, les marins européens tombèrent par hasard sur un groupe de gens déroutants. Ils habitaient un grand quart du monde, les îles du Sud et du centre du Pacifique. Là, parmi les habitants de ces îles, le tatouage était en vogue depuis plusieurs générations. Et d'une île à l'autre, les motifs évoluaient et changeaient en reflétant la culture locale. À Tahiti, les fesses d'une fille pouvaient être tatouées entièrement en noir à partir de sa maturité sexuelle. À Hawaï, le tatouage traditionnel de deuil consiste en 3 points sur la langue. À Bornéo, les populations locales ont un œil tatoué dans la paume de la main comme un guide spirituel qui les guidera jusqu'à leur prochaine vie. Certains sont extrêmement décoratifs, d'autres sont le signe d'un rite initiatique ou d'une célébration. D'autres, enfin, sont des symboles guerriers destinés à intimider les adversaires. Chaque groupe d'îles a sa propre légende sur l'origine du tatouage. Ainsi, à Tahiti, c'était le dieu Toewo. Et Toewo a peint tous les poissons avec les couleurs, leurs motifs. Et comme les hommes aiment les motifs des poissons, ils ont commencé à les copier sur leur propre corps. Un Européen a décrit les habitants de ces îles comme ayant la peau cousue de soie. Les Européens avaient une approche répulsive, voire curieuse à l'égard du tatouage. D'un côté, ils étaient intrigués et voyaient le tatouage comme signe d'une culture barbare et exotique. De l'autre, il y avait de leur part un manque de compréhension de l'aspect culturel et donc une certaine répulsion. D'un côté, les missionnaires essayaient d'éradiquer cette pratique. De l'autre, les marins, eux, étaient plutôt intrigués. Non seulement ils revinrent avec des tatouages ou des indigènes tatoués, mais de plus, ils commencèrent à imposer leurs propres motifs aux autochtones. En 1769, le célèbre explorateur James Cook débarqua à Tahiti et le mot « tatouage » entra dans la langue anglaise. Le mot tatouage vient du mot tahitien et du samoa tata ou ta-ta-to, lié au geste du tap-tap, l'incrustation répétée de marques sur le corps. C'est donc du Pacifique que nous tenons non seulement l'art, mais le mot lui-même. En Nouvelle-Zélande, Cook rencontra les Maoris qui décoraient eux-mêmes leur visage de tatouages faciaux très élaborés. Le tatouage facial maori, le mokule,
est riche de sens. La moindre partie du visage qui est tatouée l'est en référence avec la famille, sa parenté, son lignage, sa provenance géographique et les buts de la vie. Quand les Européens demandèrent aux Maoris de signer des traités ou d'autres documents, ces derniers voulaient dessiner leurs mots coulés en guise de signature. Quand le capitaine Cook reprit le chemin de l'Europe en 1775, il ramenait avec lui un Polynésien du nom de Omai, qui avait le corps couvert de tatouages. Omai, pensait-il, aiderait peut-être à la compréhension du tatouage en Europe. À l'époque du capitaine Cook, les Anglais et les Européens considéraient les gens tatoués comme des sauvages. Ce que le capitaine Cook découvrit avec Omai, c'est qu'il était un homme d'une grande dignité, loyal, d'un grand sang-froid et parfaitement équilibré. Pour une personne tatouée, il représentait une image qui n'avait jusqu'alors jamais été prise en considération. En partie à cause d'Omai, le tatouage devint une pratique recherchée du gentleman européen et le tatouage prit de nouvelles formes. Quand la royauté européenne utilisa les tatouages, ce fut davantage en relation avec des images de leur monde, beaucoup plus qu'au travers des images perçues. Plutôt que de se tatouer le visage, comme les Maoris, ce furent des dragons qu'ils dessinèrent sur leurs biceps, leurs épaules, leurs coudes. Autant de symboles liés à la royauté et à leur univers, à l'inverse des représentations primitives. Mais des dérapages eurent lieu dans les années 1820. C'est ainsi qu'un marché a commencé à se développer en Europe autour des têtes tatouées des Maoris. À partir de l'instant où les guerriers maoris apprirent que les collectionneurs européens offraient des fusils contre des têtes tatouées, cette pratique grotesque déclencha un véritable carnage. Si la fourniture d'armes était inépuisable, tel n'était pas le cas des têtes tatouées. Avant peu, les Maoris furent victimes de mesures innommables. Les esclaves et autres serviteurs capturés dans les combats étaient tatoués, tués et leurs têtes vendues. On a rapporté un incident lors d'un échange entre un capitaine européen et un chef maori. Alors que ce dernier apportait 12 têtes en échange de fusils, l'Européen trouva la qualité médiocre. Le chef maori demanda alors au capitaine de choisir parmi ses 12 meilleurs guerriers et lui promit leur tête pour la semaine suivante. À ce rythme-là, personne ne pouvait y échapper et la conséquence fut la disparition de cette pratique de tatouage. C'est finalement en 1831 que le gouvernement britannique promulgua une loi interdisant l'importation de têtes humaines. Est-ce sous l'effet de la loi ou le manque de matières premières? Toujours est-il que cette pratique sinistre s'arrêta.
À l'orée du 19e siècle, l'âge de la machine envahit le monde. Le transport, la construction et les progrès industriels connaissent une nouvelle révolution. Le tatouage subit lui aussi sa propre mutation sur la voie de la mécanisation des procédés. C'est probablement aux États-Unis que fut vécue la plus grande histoire d'amour vis-à-vis de la révolution industrielle. Dans une explosion d'ingéniosité, la nation produisit des machines extraordinaires dans des formes les plus diverses. Depuis des milliers d'années, les tatouages étaient appliqués avec des outils manuels qui perçaient la peau et injectaient des pigments colorés pour créer des motifs. C'était une technique qui pouvait prendre des semaines, des mois, des années. La révolution industrielle allait modifier tout cela. New York, 1891. Dans l'arrière-fond d'une boutique de Chatham Square, Samuel O'Reilly tentait de trouver un moyen d'apporter une touche de technique au tatouage. Après des mois d'échecs et de tentatives infructueuses, O'Reilly était parvenu à créer la machine à tatouer. Le business du tatouage prit son essor. Cela devint un produit commercial, dans le sens d'une vulgarisation avec pour conséquence un regain de popularité. La machine inventée par O'Reilly permettait à un tatoueur de créer très rapidement une série de points multiples sur la peau. Ce qui aurait demandé des semaines, voire des mois, et de multiples visites, pouvait être fait en quelques heures avec précision et une douleur bien moindre. Cela signifie que n'importe qui pouvait faire un tatouage, et à peu près n'importe qui le fit. C'est ainsi que l'on vit fleurir dans la majorité des grandes villes américaines des ateliers de tatouage. Des modèles tout prêts furent proposés à la vente, ce qui simplifia de beaucoup le travail artistique de l'artiste. La fascination pour les tatouages était très présente dans le monde de la fête et de son business. Le tatouage devint rapidement un must dans le monde des gens du voyage. Jadis, dans les cirques, les carnavals, les foires, les musées de 4 sous, les personnes tatouées représentaient parfaitement les aspects primitifs de cet art. Les corps tatoués, ces corps nus dans une certaine mesure, présentaient un aspect extraordinaire, spectaculaire, ou très différent de la représentation usuelle du corps standard de la classe moyenne. Il y avait dans les cirques une importante demande pour les tatoués. Ils étaient vus comme des phénomènes de la nature, comme plus proches des indigènes primitifs que de l'Américain moyen. À la fin des années 20, plus de 300 personnes dont le corps était entièrement tatoué étaient employées dans les cirques américains. Ces phénomènes étaient payés jusqu'à 200 $ la semaine, une somme considérable pour l'époque. Un des spectacles de loin le plus populaire fut celui d'une femme dont le corps était tatoué de la tête aux pieds. Les propriétaires du cirque avaient parfaitement compris l'aspect à la fois érotique et répulsif d'un tel spectacle.
Dans les années 50 qui suivirent, le tatouage aux États-Unis resta l'apanage des marginaux. Marins et soldats des guerres autour du monde avaient les leurs. Les anti-guerres, les hippies et autres adeptes de la culture rock des années 60 participèrent du même mouvement. La quête d'individualisme se transforma en protestation sociale. Aujourd'hui encore, l'enthousiasme lié au tatouage à travers le monde se poursuit notamment au travers de festivals comme celui de Philadelphie, consacré à la célébration de cet art. On ne parle plus ici d'exhibition de phénomènes, car tous les non-conformistes peuvent ici dépasser les limites de leur art sans encourir la moindre répercussion. Le tatouage permet un contact instantané entre gens qui le portent, même s'ils ne se sont jamais rencontrés. En tant que tatoueur, si quelqu'un me demande de faire un travail sur son corps, j'essaye de le connaître un peu mieux et de comprendre les raisons qui le poussent à faire ce tatouage, à identifier les significations qui s'en dégagent pour lui. J'entretiens avec mes clients une relation durable. Vous savez, je vais à l'enterrement de tous ceux que j'ai tatoués. Je pense qu'il y a une signification très profonde attachée à la permanence du tatouage. Parce que quand vous avez un tatouage et que vous le regardez, vous vous dites « Oh mon Dieu, il y a eu mon corps d'avant et maintenant il est différent et je me souviendrai toujours de ce moment-là. » Et il n'y a rien d'autre que nous puissions faire nous-mêmes qui prenne cette forme émotionnelle. L'héritage du tatouage, c'est sa longévité. Cependant, la signification culturelle qui est attachée est tout aussi diverse que les motifs qui vous sont proposés. Une constante se dégage pourtant. Le tatouage reste l'expression d'un individualisme et la tentation d'être à part. Le tatouage a une profonde résonance sur nos vies. C'est la manifestation de ce que nous sommes, de comment nous nous conduisons, comment nous souhaitons être perçus par les autres. Peu de déclarations ont l'impact d'un tatouage, et aucune n'est aussi indélébile.